va passer le micro, parce que personne donc, moi, en vous entendant, en entendant la richesse de ce qui s'est passé ce soir, je pense à quelqu'un que j'ai envie de remercier, c'est Emilien Cousin, qui est en train de se rasseoir, parce que c'est lui qui a imaginé, créé et entièrement organisé cette soirée. Je pense qu'on n'en sortira pas comme on y est entré. En tous les cas, les idées sont fort intéressantes. Alors, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions, 2-3 questions, puis qu'après les gens y répondent. Voilà, j'ai pas eu dans le micro. Bon. Bonjour, Catherine Magui. J'aurais deux questions. Une question autour du RSA. Je voudrais savoir si on sait aujourd'hui combien il y a de personnes qui pourraient en bénéficier et qui le demandent pas. Et je vais bien vous voir après autour de la maladie mentale et des personnes en précarité. J'ai eu plusieurs questions. Une question aussi autour de temps de travail, de temps, enfin, un peu moins. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je n'ai pas dû assez lire peut-être comment la société peut fonctionner si les gens, enfin, effectivement, se lever tous les matins pour faire un travail de con qui ne nous narcissise pas, qui est difficile. Il n'y a pas grand monde qui a très envie. Hein. L'idée d'aller nettoyer les lieux à 7 h du matin quand ça sent l'urine et le vomi. Je suis désolée, je travaille dans un EHPAD. Je tire mon chapeau à toutes les aides-soignantes et tous les AMP qui le font. Et leur dire qu'elles font un travail formidable, c'est pas suffisant. Et donc voilà, c'est un peu polémique, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut, si les gens ont suffisamment pour vivre pour ne pas travailler, comment un certain nombre de tâches qui sont désagréables à faire, pour moi, ne sont pas forcément humiliantes, mais je me souviens de Michel Godet vantant les personnes qui se levaient à 5 h du matin pour aller remplir des paniers de salade quand il fait moins de degrés dehors et qu'on est insulté par son patron. Enfin, voilà. J'ai du mal à voir. Il y a un certain nombre de tâches. Voilà, je ne comprends pas comment on peut, avec le revenu, motiver les gens pour continuer à travailler. Le fait d'être payé, ça reste une motivation pour se lever le matin, même si ce n'est pas très... Les motivations sont un peu faibles. Oui, enfin, nécessité. Voilà. Une question ? J'aurais une question vis-à-vis du temps de travail. C'est lorsqu'on parle de réduction de temps de travail, on parle toujours de travail salarié. Mais oui, de tous les autres, tous les travailleurs qui, soit sur les professions libérales, sur les commerçants, etc. Bonsoir. Juste, je suis surpris un peu des notions du mot travail qu'on emploie et emploi, et le mot emploi. J'ai l'impression qu'il y a un amalgame qui se fait. Et en fait, on parle de travail, mais on le lie à la notion d'emploi, qui est un travail rémunéré. Alors on sait très bien qu'il y a des formes de travail qui ne sont pas rémunérées. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un amalgame qui est fait dans le mot qu'on emploie à chaque fois? J'ai l'impression que vous faites l'amalgame même vous-même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a cet amalgame qu'il faudrait clarifier le fait que le travail peut être rémunéré, et dans ce cas-là, c'est un emploi, et que le travail peut ne pas être rémunéré, on pense au travail de bénévole, etc., le travail qu'on fait chez soi, etc. Oui, donc sur le RSA, bon, j'ai pas fait dossier des chiffres, mais je peux dire en gros, sans être trop fier de près, sur ce qu'on appelle donc le non-recours, qui est un phénomène énorme, sur le RSA activité, parce que vous savez, il y a deux RSA, il y a le RSA SOC et le RSA activité. Le RSA activité, c'est plus de 70% de non-recours. Ce qui veut dire, ça veut dire que plus de 70% des gens qui pourraient bénéficier du RSA activité n'en font pas la demande. Là, on a un certain nombre d'explications. Hein. J'avais d'ailleurs
travaillé sur une des enquêtes là-dessus. Il y a les montants souvent ne sont pas très élevés, donc certaines personnes disent que vu la lourdeur des dossiers, etc., pour un montant. Il y a des choses beaucoup plus inquiétantes qui sont aussi sur le fait que les montants sont calculés par la caisse d'allocation familiale au niveau trimestriel. Et par principe, les gens qui bénéficient du RSA activité sont des gens justement avec des temps partiels, qui changent de boulot, qui font un peu d'intérim, qui ne travaillent pas. Enfin, ça change tout le temps. C'est évidemment pas des revenus fixes de grand mois. Donc le problème, c'est qu'ils se trouvent confrontés au trop perçu, c'est-à-dire que si par exemple ça a été calculé sur une période où ils ont très peu travaillé et qu'il se trouve que pendant un mois ou deux, ils ont eu la chance de plus travailler, la caisse d'allocation familiale va leur dire vous nous devez tant, vous devez rendre l'argent. Et vu qu'ils ont quand même des revenus très très faibles, vous imaginez bien qu'ils ne peuvent plus rendre l'argent, d'autant plus qu'on a mutualisé ça sur l'ensemble des aides. C'est-à-dire que maintenant, ça peut être fonctionné, y compris sur les APL. Ce qui a conduit des gens à la rue. Parce qu'il y a des gens qui se sont trouvés dans la situation où ils avaient touché des indus au niveau du RSA activité, d'ailleurs, soit du fait des changements de leurs revenus, soit parfois des donneurs de la CAF, qui s'est complètement trompé, parfois un peu de négligence d'eux-mêmes, sans que ce soit des fraudes, parce qu'ils ne sont pas avertis tout de suite qu'ils avaient changé de revenus, bon, etc. En tout cas, ils sont trouvés dans une situation extrêmement difficile, avec la CAF qui leur réclamait, ça s'appelle des trop-perçus, et comme maintenant c'est mutualisé sur l'ensemble des prestations des allocations familiales, ça a été pris sur les APL. Ce qui fait que des propriétaires qui recevaient les APL, donc c'est-à-dire une partie très très importante du loyer, n'ont plus reçu l'APL. Les personnes évidemment n'ont pas pu payer la totalité du loyer sur les APL, etc., etc. Et certains ont été conduits à la rue. Donc, ça c'est aussi une raison qui fait que les gens sont tout à fait au courant de ça et se disent oulala, plutôt que d'avoir des galères et des risques pas possibles, autant que je me passe des 150 ou etc. euros par mois. Et ensuite, il y a aussi une raison qui est fondamentale, c'est la question de la stigmatisation. C'est la question de la stigmatisation des pauvres. Alors, c'est vrai que les gens qui n'ont vraiment plus rien, c'est pour ça que les taux de non-recours sur le RSA socle sont beaucoup moins importants, sont autour de 20%. Les gens qui n'ont pas d'autres sources de revenus, bon, finissent au bout d'un moment par faire appel. Mais les gens avec l'activité, ils ont encore une activité du fait qu'ils soient à sa activité. Ils ne veulent surtout pas être considérés comme des pauvres, des gens qui bénéficient d'allocations sociales. Et ce qu'il faut donc dire très clairement, c'est que, contrairement à ce qu'affirment certains partis ou certaines personnes, de façon absolument scandaleuse, c'est que les pauvres ne cherchent pas à profiter du système, puisque au contraire, ils ne veulent pas du RSA activité, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de demander de l'aide à la société. Ils pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir uniquement de leur travail. C'est que vraiment quand ils sont tout au fond du trou et en général c'est même pas eux qui le demandent, c'est qu'il y a une grande assistante sociale qui passe par là, qui dit qu'elle ne veut pas le RSA, mais enfin je peux vous faire un dossier du RSA, c'est pas possible. C'est même pas eux qui le demandent, en général c'est une association, une assistante sociale, une association, quelqu'un qui les aide. Et si on compte le non-recours aussi à la CMU, et je ne parle même pas de la complémentaire santé, alors la complémentaire santé, alors ça, personne ne l'attend. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens sont au courant que ça existe, d'ailleurs, l'aide à la complémentaire santé, en tout cas personne ne la demande. Donc les montants sont 15 fois supérieurs au montant estimé des fraudes. Donc quand on dit, dans certains discours, on stigmatise les pauvres en disant qu'ils cherchent à profiter du système parce qu'ils ont trouvé un cas, comme toujours, il y a toujours des exemples de mauvaises personnes dans tous les milieux, dans tous les domaines. Chez les riches, il y en a plus que chez les pauvres. Bon, il y a peut-être un mec, effectivement, qui a triché, qui a demandé le RSA, qui n'a pas dû l'avoir, mais on voit ce que les gens ne demandent pas, c'est 15 fois plus important les montants, et c'est des économies pour l'État. Tout à fait. Bravo. La question sur le travail salarié et les autres, les autres c'est compliqué parce que
dépendent, par définition, leur statut fait qu'ils ne dépendent pas du temps de travail, de la durée légale du temps de travail. Alors, ce sur quoi le politique peut jouer, c'est la durée légale du temps de travail. Donc, aller demander, sur les professions libérales, c'est quasiment dans leur ADN que l'État ne se mêle pas de ça, etc. Donc là, il faut qu'ils arrêtent quand ils sont fatigués, quoi. Non, il faut. Là, c'est plutôt des branches qui doivent s'organiser. Ça peut regrouper des accompagnements du politique, mais après, pour la partie fonctionnaire, qui est une autre partie, disons, les salariés du privé, la question comment est-ce qu'on le finance, j'en sais rien. La nouvelle note, on ne sait pas, on le dit. Je sais pas. Honnêtement, comment on va faire passer toute la fonction publique à 4/5e si on pense qu'il faut le faire, c'est quelque chose qui est en chantier. Je dis toujours que les fonctionnaires, ils ne voudront jamais bosser 32 heures. Du coup, alors d'abord sur la question des tâches pénibles, qui acceptera encore de faire des tâches pénibles sans contrainte? Parce que vous parliez de motivation, moi je parle de contrainte. Oui, je pense que cette question, il faut la poser aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de revient conditionnel. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des tâches pénibles, qui sont contraints de les faire, et du coup, on estime que c'est juste, on décide qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, il faudrait déjà commencer par exemple par les partager, essayer de les supprimer autant que possible, et puis ensuite les partager, par remettre en cause la division actuelle des tâches, et entrer dans une logique de partage des tâches. Au lieu de se dire, il y a certains boulots, il n'y a pas de bol, il n'y aura que des tâches pénibles à faire, des tâches ingrates, des tâches que personne d'autre peut faire, qui en plus vous avez perdu dans la vie, du coup c'est vous qui les ferez. Et encore, estimez-vous heureux parce que vous pourriez être au chômage. On se dit, il y a des tâches pénibles à faire, il y a des tâches qui sont plus gratifiantes, et tout le monde fera un peu de tout. Personnellement, j'ai créé une société coopérative avant de devenir enseignant. Alors déjà, on ne travaillait pas beaucoup, c'était très bien. On avait pour objectif de travailler 1 jour et demi par semaine, finalement, on a travaillé 2 jours et demi par semaine. Et c'était trop, du coup, j'ai arrêté. Et on avait aussi décidé de partager l'intégralité des tâches. Donc, on n'avait pas de femme de ménage. Tout le monde faisait le ménage. On n'avait pas de gens qui étaient spécialistes de la manutention. Tout le monde faisait de la manutention. On n'avait pas des gens qui avaient la chance d'être spécialistes des relations avec des adhérents, avec des producteurs. C'était une coopérative de distribution de produits agricoles locaux en circuit court. Tout le monde faisait tout. Ce qui fait que, alors en plus, sur 2 journées et demie, quand vous avez des tâches pénibles à faire, vous avez quand même 4 jours et demi pour vous en remettre. Ça passe. Mais donc, on partage. Ça veut dire que vous considérez que les gens qui font des tâches pénibles n'ont pas de compétences spécifiques? Non, bien sûr. Alors, c'est pas du tout ce que je dis, justement, c'est tout le contraire. Si tout le monde fait des tâches pénibles et tout le monde fait des tâches gratifiantes, ce qui fait que alors, pour le coup, dans la coopérative, là, on était quelques-uns à avoir des bacs plus 5 ou plus, et puis il y en avait d'autres qui avaient pas beaucoup de diplômes. Mais tout le monde faisait tout. Quand il s'agit de faire la comptabilité, certains se disaient bah non, je suis pas capable de le faire, mais à la veille, tout le monde le faisait. Je ne considère pas du tout que ceux qui font aujourd'hui des tâches pénibles ne sont pas capables de faire autre chose, mais c'est clairement le discours qu'on leur tient aujourd'hui. Et ça me semble pas juste. Donc partager des tâches plutôt que diviser des tâches comme on fait. Ensuite, alors sur le temps des indépendants, je pense que ça m'intéresse un peu aussi de l'auto-exploitation et qu'un revenu inconditionnel permettrait sans doute d'y répondre. Une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, on n'est pas aussi contraint de bosser d'arrache-pied pour pouvoir avoir un revenu suffisant. De fait, on a déjà un revenu suffisant. Je rebondis aussi sur ce que disait Anne par rapport au non-recours pour la stigmatisation de l'intérêt de l'inconditionnalité du revenu inconditionnel. De fait, on n'est plus obligé de passer par un guichet pour dire oui, bonjour, je suis pauvre, et pourquoi vous êtes pauvre, comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie pour être pauvre, etc. Ce qui est quand même problématique. Je parle d'expérience large. Et sur la question différence entre travail et emploi, alors je m'efforce autant que possible, de conserver cette différence entre travail et emploi, activité rémunérée. Je suis appris, je crois, au tout début, je dis réduction du temps de travail par le temps d'emploi. Emploi, activité rémunérée, travail, alors là il y a débat. Travail, il y a débat. Il y a 2 définitions que je retiens généralement. Une première définition que j'emprunte à Boris Vian, qui dit le travail, c'est tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. Tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. Alors, je
considérer tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire, alors qu'on aurait bien envie d'arrêter de le faire. Donc, le travail et l'ensemble des tâches pénibles. Et la pénibilité ne commence pas quand on a mal au dos, etc. La pénibilité, ou quand on est au bord du burn-out, la pénibilité commence à partir du moment où, quand on se lève le matin, on se dit qu'est-ce que je préférerais faire? Est-ce que je préfère aller au boulot ou est-ce que je préférerais faire autre chose? Je préférerais faire autre chose. Je vais quand même aller au boulot. Début de pénibilité. Donc, l'ensemble des tâches qu'on préférerait arrêter de faire, mais qu'on ne peut pas arrêter de faire. Sinon, l'autre option, pour la définition du travail, c'est le travail social. Le travail social, l'ensemble des activités utiles. Et donc se pose la question primordiale, à mon sens, de la définition d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est l'utilité sociale? Parce que moi, c'est là-dessus que j'appuie le fondement que je retiens pour justifier le revenu inconditionnel, c'est ça. Je parle du principe que chacun de nous, quelles que soient nos activités, nous contribuons à la création de richesse. Nous avons des activités qui sont utiles à la société. Et parce que nous avons des activités qui sont utiles à la société a tout intérêt, et en plus a le devoir, du point de vue de la justice sociale, de donner la possibilité à tout le monde de poursuivre son activité, de poursuivre son travail social. Et donc, du coup, voilà, ça pose le débat sur l'utilité sociale, un débat qui me semble primordial dans la société. Moi, la conception que j'ai, l'idée que je défends, la conception d'utilité sociale que je défends, donc du travail que je défends, c'est tout est utile, toutes les activités sont utiles, dans la mesure où on n'a pas collectivement décidé qu'elles étaient nuisibles. Donc tout ce qui n'est pas interdit par la loi est utile. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi, et que, ça c'est critère négatif, et critère positif, tout ce que des individus ont décidé d'entreprendre, donc ont jugé de même utile. Définition, conception, que je vous laisse critiquer. Sur la réponse à votre question, moi je suis moins optimiste sur le fait que les compétences, que toutes les compétences puissent se partager. En vacances, on peut tous prendre des tours de vaisselle, des tours de poubelle, etc. Même pour une entreprise, on peut faire des petits trucs comme ça, mais enfin, ça prend pas beaucoup de temps et donc c'est assez passager. Si probablement dans ce cas-là, il apparaîtra, je ne sais pas à quelle échéance, une forme de service économique comme il y a eu un service national. C'est-à-dire qu'on devra un certain nombre de temps, pas forcément une année d'un coup, 2 années d'un coup, peut-être même 5, ça ne sert strictement rien. On est à la fois en fiction, dans une fiction qui nous rattrapera très vite. Et que probablement, en échange, dans le contrat du rendu de base, je ne sais quoi, il y aura des services rendus à la collectivité qui seront probablement, parce qu'il aura fallu les rendre obligatoires, pas tous très sympas, et que peut-être qu'il faudra effectivement choisir entre aller s'occuper de personnes très tôt le matin, ou aller sortir les poubelles, mais pas une fois pour l'entreprise, mais au cul du camion pour faire une vraie tournée, ou aller porter des trucs lourds, et probablement parce que certaines demandent des compétences, il y aura un temps de formation sérieux qui entrera là-dessus. Mais ça m'étonnerait en tout cas que dans les prochaines décennies, il n'y ait pas du tout cette histoire de service éco-citoyen, je ne sais pas comment le nommer encore. Je dis que ça existe en Angleterre, dans les écoles. Les enfants, à partir d'un certain âge, ils ont chacun un petit lieu auquel ils vont rendre visite. Ils vont lui sortir sa poubelle, ils vont lui acheter le journal, ils vont lui apporter des. Et ça existe déjà. On les responsabilise très tôt à ce genre de choses. Oui, je veux aussi parler, quand vous parlez de la hiérarchie des tâches, je pensais à l'ashram que Gandhi avait créé, où en fait sa femme lui dit, elle refuse de nettoyer les toilettes, parce qu'elle dit c'est le travail des intouchables. Et en fait, je m'aperçois que dans la société, il y a des intouchables. Parce qu'il y a des gens à qui font ces tâches-là, et d'autres qui ne les font jamais. Et en fait, on a une société très très hiérarchisée. Et quand il demande à sa femme de nettoyer les toilettes, elle dit non, je ne peux pas le faire parce que c'est le travail des intouchables. Et il se met en colère en lui disant mais quand on y pense, nettoyer les toilettes, ça peut être très agréable si on pense à autre chose. En fait, ça me fait penser à ça. Le fait que lui, en fait, il nettoyait les toilettes, et pourtant il était d'une famille d'une caste assez marchande, son père était ministre, et il n'avait pas peur d'aller nettoyer les toilettes. C'était la réponse de sa femme qui refusait en fait, d'aller nettoyer les toilettes. Et il y a même eu une dispute entre les deux. Je ne sais pas si vous savez, c'est un film de la tête volante, quand la scène du nettoyage. Je prends la parole 2 secondes pour répondre à ce que vient de dire Jean-Marie, qui disait donc sans doute dans le contrat avec le revenu inconditionnel, en échange de revenu inconditionnel, il ne s'agit pas du tout, dans notre optique, de dire qu'il faut un service
d'intérêt général pour tous en échange de revenu inconditionnel, puisque précisément il y a un conditionnel. Et ce service d'intérêt général, donc si on dit on n'arrive pas à partager les tâches pénibles, il devrait être mis en place dès aujourd'hui. Donc revenu inconditionnel ou pas, il devrait être mis en place. Après, on rajoute un revenu inconditionnel, mais ça ne consisterait pas à dire si vous n'avez pas fait votre travail d'intérêt général, du coup vous n'aurez pas le revenu inconditionnel. Le revenu inconditionnel, il est inconditionnel. De toute façon, placé sans condition et sans contrepartie. Moi, je pense que ça va, il va y avoir cette réflexion très rapidement de cette histoire de revenu. Notamment, je vais reprendre sur les robots, en fait, dans notre société. Moi, je suis complètement d'accord, on se rend pas compte. Moi, j'ai une profession aujourd'hui où je sais que dans 10 ans, à mon avis, elle va être remise en cause très rapidement. Et tout ça par le biais du progrès technologique, de l'informatique notamment. Et toute la question, en fait, des tâches ingrates qu'on se pose aujourd'hui, maintenant, je pense que les robots vont prendre possession de ces tâches ingrates et il va falloir plutôt se poser la question, les gens qui faisaient des tâches ingrates, comment ça se passe? Donc le salaire, inconditionnel, à mon avis, va s'imposer très rapidement. C'est mon point de vue, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ce qui a été soulevé tout à l'heure, on n'est pas en train de prendre conscience aujourd'hui de ce qui se passe d'un point de vue technologique. Il est demain ce passage technologique. Et moi, je pense que le débat, il faut. C'est très bien, on se pose la question des cours aujourd'hui, mais je trouve que en profondeur, il va falloir réfléchir encore au-delà de ça très très rapidement pour ces pauvres qui sont ici maintenant, mais qui n'auront même pas la possibilité de retrouver peut-être un emploi puisque ça sera déjà pris par un robot. Et comment on va, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, j'ai écouté une émission sur France Culture où il y a des chercheurs qui se posent la question justement, qu'est-ce qu'on fait des gens qui font des tâches ingrates? Alors, deux petites choses. La première, dans les tâches ingrates, en tout cas pour celles qui resteront, parce qu'effectivement, on va sans doute en enlever un certain nombre. Il y avait aussi une autre solution que j'avais déjà entendue, c'était simplement de la revalorisation des salaires. Il y a des personnes qui sont prêtes si elles veulent un petit apport financier à un moment donné, à bosser 6 mois, 1 an, à faire des tâches ingrates, pour après avoir un apport financier suffisant, et ça va de pair en fait avec un revenu inconditionnel de base. Non mais tiens, j'ai envie d'acheter un appartement, je vais travailler peut-être des choses pas agréables mais qui sont bien payées. Ça peut être une solution. Donc j'avais une question sur la proposition sur le temps partiel choisi. Et je me demande si, dans le fond, vu tout ce qu'on a évoqué à côté, si c'est pas un pansement sur une jambe de bois. Est-ce que en fait, cette question-là ne va pas être éclipsée s'il y a un revenu inconditionnel, s'il y a des changements qui arrivent une fois qu'ils seront là? Est-ce que finalement, le fait de pouvoir ou non avoir automatiquement un temps partiel choisi, est-ce que c'est pas en fait une question mineure? Est-ce que c'est pas plus important? J'aurais bien aimé en fait ce soir entendre plus parler du revenu inconditionnel de base, plus en détail, avec vraiment des choses, parce que je me dis, le temps partiel choisi, c'est sympa, ça mange pas de pain, mais finalement, est-ce que ça va pas être, au moment où on va sortir, est-ce que ça va pas faire quelque chose? Par exemple, la loi Adopi, au moment où elle est sortie, elle est déjà terminée depuis 2 ans. Voilà, est-ce que ça risque de pas faire ça en fait? Au moment où ça va arriver, c'est déjà trop tard, ça va. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui me perturbe depuis le début, c'est qu'on dit on va supprimer du travail parce que les robots vont faire tout ça. Ok, on va essayer de supprimer en premier, évidemment, les travaux pénibles, désagréables, répétitifs, tout ça. Est-ce qu'au lieu de dire il faut lutter contre la valeur travail, est-ce qu'on ne peut pas dire profitons-en pour garder le travail qui, justement, est porteur d'intérêt, d'épanouissement, voilà. Plutôt que de jeter par terre la valeur travail, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Si je peux me permettre. On va pas jeter le bébé. Une petite question sur le revenu de base, qui est une question qui m'intéresse particulièrement. Et je voulais juste savoir, les pauvres, on est tous d'accord pour ça, je pense. C'est une idée merveilleuse et tout. Mais comment convaincre une autre frange de la population qui est plutôt riche et qui ne voit peut-être pas d'intérêt là-dedans? Et c'est surtout eux qui vont contribuer beaucoup au financement d'ailleurs de ce revenu de base, dans pas mal de propositions.
Voilà, comment les inciter à rejoindre cette merveilleuse idée? Si vous avez des pistes de réponse, ça m'intéresse. Inciter, le mot nous semble un peu faible. Oui, moi j'ai écouté l'émission aujourd'hui à la radio, la même que le jeune homme là-bas. Ce qui m'a frappé, c'est que l'intervenant parlait du PDG de Google et qui disait il y a quelques jours, semble-t-il, que pour lui, c'était une émission sur l'intelligence artificielle. Donc, des systèmes informatiques peuvent faire des choses extraordinaires, un peu comme le disait Jean-Marie tout à l'heure. Il disait que, dans le PDG de Google, disait il y a quelques jours, semble-t-il, que pour lui, 9 emplois sur 10 sont menacés dans les 10 ans qui viennent. 9 emplois sur 10. Parce qu'effectivement, il y a des travaux qui seront faits par le système d'intelligence artificielle. Donc, moi, ça m'a paru effrayant. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, aujourd'hui, c'était la première fois, et d'ailleurs, on a bien vu que le journaliste était sidéré. On a senti qu'il ne savait pas dire par rapport au test de l'intervenant. Ce qui me frappe, c'est que chaque fois, y compris quand on retrouve, je l'ai vu 2 ou 3 fois, à la télé ou à la radio, quand il veut parler de ces problèmes de réduction du temps de travail, ou partage du temps de travail, je ne sais plus comment il faut le dire, on voit bien que les journalistes ne réagissent pas du tout. C'est-à-dire que ça tombe complètement en plat. Et ce qui se disait aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'effectivement, les médias, la presse n'est absolument pas consciente de ce qui est en train de se passer sur le plan de la technologie et qu'on va être vraiment surpris, parce que ça se fait, on s'en rend même pas compte, quoi. Les journalistes n'en parlent pas du tout. Merci. Moi, en fait, j'avais trois citations qui me venaient à l'esprit en vous écoutant. La première, c'est « L'oisiveté est mère de tous les vices ». La deuxième, c'est « L'avenir appartient à ceux dont les salariés cessent tôt ». Et la troisième, qui est bien connue depuis 70 ans, c'est « Arbeit macht frei ». C'est-à-dire que je suis passé de peu de temps du statut de cadre surbooké à chômeur sans activité, et je pense qu'on vit dans une société dans laquelle la valeur travail est absolument centrale et depuis des milliers d'années. Notre évolution, celle dont on parle, c'est de faire passer cette valeur travail en arrière. Le seul problème, c'est que les mentalités des gens sont préfabriquées depuis, c'est le réflexe de Pavlov. Comment va-t-on faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on est quelqu'un de bien, et ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on est un merde. Et ça, à l'heure actuelle, j'aimerais bien qu'on trouve des réponses à cette question. Non, moi c'était juste une réaction par rapport à ce que vous avez dit la dernière intervention. Je crois qu'effectivement, culturellement, on a cette valeur travail. Et je reprendrai le sondage dont a parlé Jean-Marie tout à l'heure. On voit bien que ce sont plus les personnes âgées qui sont moins favorables à la réduction du temps de travail, au partage du travail. Pour ne pas plus exprimer Platon, c'est plus une question de partage. On a vu, c'est pas parce qu'elles sont retraitées qu'elles veulent que les autres travaillent, ça c'était une boutade, c'est parce que c'est la culture des personnes plus âgées. Moi, je vois mon père qui ne voulait pas partir à la retraite, enfin, parce que pour lui, cette valeur était, il est dans les années 20, et cette valeur d'avant la Seconde Guerre mondiale, etc., est extrêmement prenante, et il me reprochait d'ailleurs de ne pas être suffisamment enthousiaste par rapport au travail. Voilà. Mais voilà, donc je pense qu'il y a une évolution qui va se faire aussi au fil des générations. Alors après, je pense qu'il va falloir que ce soit progressif. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse passer d'un coup et ça c'est mon avis personnel, hein, d'une société où il y a des gens, et comme moi, je fais souvent dans ce cas-là, travaille 70 heures par semaine et on à fond, et puis d'autres qui sont au chômage. Passer d'une société de revenus universelle où la valeur travail n'existera plus. Je crois qu'il faut qu'il y ait ce partage du travail. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Marie qu'il y a des choses progressives qui vont se faire et qui vont accompagner, comme vous l'avez dit, les évolutions de la société, l'intelligence artificielle, les transformations, les gains de productivité.
d'activité, les robots, etc., etc. Et puis peut-être aussi qu'on a tous à réfléchir sur ce qu'on appelle travail, est-ce que c'est seulement le labeur, hein, la souffrance, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres formes d'activité, et peut-être aussi qu'on pourrait parler notamment de tout le travail fait à la maison par les femmes, pour s'occuper des enfants, même si la société a évolué, que les hommes font quand même de plus en plus de choses, il y a quand même l'essentiel des tâches qui reposent quand même sur les femmes. Et non seulement il y a les enfants, il y a la maison, mais il faut savoir que c'est à 90% les femmes qui s'occupent de leurs parents, voire de parents âgés. C'est-à-dire avec le vieillissement de la population, on a quand même des gens âgés avec un certain nombre de difficultés ou de maladies du type Alzheimer ou Parkinson ou autre, où il y a besoin d'aide de la famille, ben, comme par hasard, c'est toujours la femme. Donc, alors ça, peut-être aussi, est-ce que ça pourrait être considéré comme du vrai travail, c'est-à-dire d'emploi, enfin, de sens de valorisation. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais voilà, comment reconnaître ces tâches-là, en tout cas, comment les reconnaître, et pas que le travail soit uniquement un travail salarié ou qui apporte des revenus financiers. Sur la valeur travail, qui n'a aucune ambiguïté, là peut-être qu'on n'apprécie pas les choses de la même manière, mais une des raisons pour lesquelles on trouve que le chômage est un scandale, c'est parce qu'on sait aussi qu'il y a du sens à travailler, qu'il y a du plaisir à travailler, et pas seulement parce qu'on est conditionné pour ce plaisir-là, parce que ce sont des plaisirs qui sont réels et heureusement. C'est-à-dire que, et pas simplement dans des métiers juste exceptionnels comme artiste ou non. On peut, enfin, chacun de nous, de vous, avait rencontré dans votre vie pas une personne comme ça miraculeuse, mais plein de personnes qui sont heureux du travail qu'ils font, qui donnent un sens, et qui donnent un sens à leur vie, mais également qui donnent du sens, qui sont producteurs de sens autour d'eux à travers leur travail. Et donc ça, il ne s'agit absolument pas de dire ça. Et c'est bien parce qu'il y a ce truc-là que le chômage pose le problème économique et social, on a compris, mais le problème humain, il est aussi posé par ça. Donc, à Nouvelle Donne, généralement, de toute façon, un mot qui revient assez souvent, c'est pas fait exprès, mais il se trouve que c'est vrai, c'est le mot équilibre. Aujourd'hui, c'est déséquilibré, si vous voulez. Et effectivement, oui, mais même quelqu'un qui est passionné par son travail, parfois, quand il arrive à 75 heures, probablement, il faut lui tenir un peu la bride, parce que, bon, mais retrouver un équilibre, c'est important. Un équilibre dans la société, un équilibre personnel, mais du coup, on ne peut pas utiliser, en tout cas politiquement, on ne peut pas utiliser l'astuce de trop charger le travail, parce que ça ne correspond pas à la réalité telle qu'elle est vécue par beaucoup de gens qui, heureusement, et qui est heureusement presque majoritaire, aiment leur travail, même si parfois ils aimeraient le faire un peu moins. Juste pour vous donner une anecdote, parce que ça m'a sidéré cette semaine, le gouvernement japonais vient de faire passer une loi qui oblige les salariés japonais sous peine d'amende à prendre au moins 5 jours de congé par an, parmi les 15 auxquels ils ont droit. C'est juste stupéfiant. Mais entre ça, entre ça et... non, c'est le travail, politiquement, enfin, peut-être sur un débat de philo, on pourrait prendre plus de légèreté avec ça. Enfin, plus de légèreté, plus de profondeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, politiquement, non, la valeur travail, on est obligé de la soutenir et à fortiori soutenir les travails de valeur. On n'a pas trop parlé ce soir, mais Nouvelle Donne parle aussi beaucoup d'écologie, de transition énergétique, mais il y a tout un tas de travaux, de valeurs et de nouvelles valeurs qui apparaissent. Il y en a qui existent et qu'il faut soutenir. Et je pense que ça peut être gagnant sans le fuir, ce travail-là, à chaque fois, ou sans lui donner une place ténue. Il y a des justes places et des places équilibrées. C'est important, l'équilibre. Alors, du coup, on a plein de questions sur cette histoire de valeur travail. Que ce soit clair, moi, ma position, c'est la valeur travail, c'est un problème parce que ça survalorise certaines activités en disant, regardez, ces activités, elles sont géniales. Toutes parce qu'elles sont rémunérées. Et du coup, ça dévalorise de fait, relativement, toutes les autres activités. Le travail domestique, notamment. Les tâches domestiques, ça compte pas dans le PIB, tout ça, ça n'apparaît pas. C'est dévalorisé. Donc, moi je dis, il faut remettre l'emploi à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi dans la vie, et il y a des tas d'autres activités qui doivent être source de reconnaissance sociale, d'utilité sociale. En fait, il faut reconnaître l'utilité sociale partout où elle est, pas uniquement dans l'emploi. Sachant qu'à mon sens, on devrait aussi remettre en cause l'utilité sociale de certains emplois. Pareil. Et je ne sais pas si vous connaissez David Graeber avec cette histoire de bullshit job. Il dit
il y a des tas de boulots qui servent à rien. Alors, je ne donne pas la traduction parce que je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais il y a des tas de boulots qui servent à rien, qui existent que parce que, par exemple, on bosse tous trop. On bosse tous trop, du coup, on n'a pas le temps de faire des choses nous-mêmes. Du coup, on paye des gens pour le faire. Et du coup, ça fait du boulot. Alors, on peut se dire c'est génial, sauf qu'on pourrait s'en passer. Il y a des tas de boulots qui servent à rien parce que, concrètement, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça n'a pas de sens. Et il y a des boulots qui servent à rien parce qu'on nous demande de travailler beaucoup de temps, enfin de travailler beaucoup de temps, au sens de Boris Vian, de travailler beaucoup de temps pour faire ces tâches-là, alors qu'on pourrait les faire en moins de temps. Et donc tout ça, à mon sens, il faudrait questionner. Par ailleurs, sur la question, il y en a qui aiment leur emploi. Oui. Moi je dis pas, il y en a qui n'aiment pas. Oui, il y a des gens, du coup, ouais. Non, mais tu as dit aussi, il y a une majorité de gens qui, en son sens, aiment leur emploi. Oui, alors c'est ce qu'on voit aussi dans les enquêtes d'opinion. Après, voilà, la question que je me pose, c'est, je me dis, quand on dit aux gens, est-ce que vous aimez votre emploi? Je pense qu'il y en a qui répondent oui, pour un emploi. C'est-à-dire que si on leur demande, est-ce que vous préférez faire cette activité-là ou faire n'importe quelle autre activité de votre choix, je pense qu'ils préféraient faire n'importe quelle activité de leur choix. Par contre, effectivement, pour un emploi, c'est pas si pire. C'est pas si pire, il y a des collègues, etc. Après, ça ne veut pas dire que, du coup, il faut forcément dire c'est ta merde, tout s'en passe, etc. Mais il faut se questionner sur l'utilité. S'il y a un sens, très bien, mais pas dire, regardez, l'emploi c'est génial, c'est épanouissant, c'est là que ça se passe. Parce qu'à mon sens, c'est un mensonge. Il y a des sens qui sont quand même très apparents. Oui, non, mais il peut y avoir du sens. Il y a des tas d'activités pénibles qui sont utiles à la société. Ça, j'en conviens volontiers. Par contre, dire, tes activités pénibles, regardez, ce sera super épanouissant, ça me semble mensonger, et à mon sens, il y en a qui sont perdants dans le sport. Et qui sont un peu les dindons d'avance. Sur la question de la technologie, les robots qui vont prendre la place de plein d'employés. Alors, je suis décroissant parce que je considère que produire plus, toujours plus, ça sert à rien, mais aussi parce qu'il y a un problème écologique. On se dit on va remplacer plein de boulot par des robots, comment est-ce qu'on va les faire fonctionner? Alors, soit on met des gens qui pédalent, qui font de l'énergie, mais ça va, on pédale, on pense à autre chose, tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit super épanouissant. Soit on continue à surexploiter les ressources naturelles, en considérant que ce sont précisément des ressources naturelles. Et ça, je ne suis pas sûr que, bon, d'une part, ce soit très souhaitable et que ce soit très possible sur le long terme, sauf à se mettre encore plein de problèmes géopolitiques, parce que nous, on pourra peut-être le faire, mais pas toute la planète. Et à un moment, tout le monde ne sera pas d'accord. Sur la pertinence de la revendication, c'est la question d'Antoine, si je me souviens bien, la pertinence de la revendication d'un droit au temps partiel choisi. Alors, je maintiens cette revendication, même dans une société où on met en place un revenu inconditionnel, parce que si on met en place un revenu inconditionnel, si on donne un revenu inconditionnel, je vais pouvoir dire, oui, mais ça ne me suffit pas, je veux pouvoir travailler tant d'heures, et pas temps plein ou rien. Je veux pouvoir choisir, je veux pouvoir déterminer la place que je vais laisser à l'emploi dans ma vie. Par ailleurs, je vais proposer également une mesure transitoire. Je dis, en attendant de mettre en place un revenu inconditionnel, il faut au moins donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de se retirer de la société de surconsommation, de se retirer partiellement de la société de surconsommation et de surproduction. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et alors, du coup, tu dis c'est une mesure, je sais pas comment utiliser, mais en gros, ça c'est presque acquis. C'est pas du tout acquis. C'est pas du tout acquis. Il y a des tas de gens, alors il y a des enquêtes d'opinion qui le montrent, hein, notamment l'enquête sociale européenne, l'enquête internationale, où on voit que, alors en France, je me souviens plus du chiffre, c'était un peu moins d'un travailleur sur deux qui disait je souhaiterais travailler moins, je souhaiterais consacrer moins de temps à mon emploi. Mais il y en a qui disaient aussi je souhaiterais consacrer moins de temps à mon emploi, quitte à gagner moins. Et ceux-là, ils n'ont pas la possibilité de le faire, parce qu'ils n'ont pas d'enfants en bas âge ou parce qu'ils ne sont pas en opération d'activité. À mon sens, ça serait important de leur donner la possibilité de le faire. Si on veut pouvoir valoriser le temps libéré, dire oui, il y a des choses qui se passent importantes dans le temps libéré, c'est pas juste le temps perdu. Ça me semble important de porter ce discours. Sur la question comment inciter les riches, du coup, à adhérer au revenu inconditionnel. Alors je reviens sur la première partie de la question. Enfin, les pauvres adhéreront nécessairement au revenu inconditionnel. Il y a des philosophes politiques qui disent, à juste titre, à mon sens, je pense notamment à Thomas Nagel, qui est un Canadien, qui dit
les pauvres, finalement, n'ont pas beaucoup de raisons d'être pour un revenu inconditionnel, ils pourraient demander beaucoup plus. Pourquoi se contenter d'un revenu inconditionnel? Et en gros, derrière, la question c'est qu'est-ce qui justifie, alors sur le plan de la justice sociale, qu'est-ce qui justifie le partage actuel des richesses? À mon sens, il n'y a rien qui justifie. Si on part du mérite, je suis contre le mérite. Pareil, la méritocratie contre le discours sur l'égalité des chances, mais si on part du mérite, je ne vois rien qui peut justifier la répartition actuelle des richesses. Alors du coup, c'est ça le discours qu'il faut dire aussi aux riches. On dit on va partager différemment le gâteau. Il y a des riches qui ont des grosses parts. Ils disent oui, mais moi c'est pas grosse part, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui légitime cette grosse part? Il n'y a rien qui légitime. Et qu'est-ce qui légitime que certains aient rien qui ne mérite rien? Il n'y a rien qui légitime. Sur le plan de la justice sociale, il n'y a rien qui légitime. Donc du coup, inciter les gens en disant il n'y a rien qui permet de soutenir le partage actuel des richesses. Au niveau national, c'est évidemment au niveau international. Ensuite, on peut aussi les inciter, les appâter en disant mais en même temps, vous aussi vous bénéficierez du revenu inconditionnel, vous aussi vous aurez droit au revenu inconditionnel, vos enfants auront droit au revenu inconditionnel, des proches auront droit au revenu inconditionnel, donc la société s'en sortira mieux, se portera mieux. La protection sociale, bon, bah, les riches aussi y contribuent, mais ils en bénéficient. Donc on peut aussi leur dire, vous mettez en place une couverture sociale universelle dont tout le monde bénéficiera, vos enfants et ça peut être aussi un argument. Et puis dans tous les cas, je disais inciter, c'est sans doute un peu faible, dans tous les cas, si on prend la décision de mettre en place un revenu inconditionnel, et ben, du coup, on met la politique de revenu équitable, et ça me semble juste. Enfin, si c'est fait dans une logique démocratique, ça me semble complètement juste. Après, le souci, c'est qu'aujourd'hui, la voix des pauvres porte beaucoup moins que la voix des riches. Donc effectivement, il y a un problème politique, et c'est pour ça que je me dis, un parti comme Nouvelle Donne devrait porter ce discours, parce que si personne ne le porte, il n'y a pas de remise en cause de la légitimité du partage actuel des richesses. On peut un dernier mot sur l'histoire de la valeur travail. Alors j'ai noté, oui, sur la valeur travail, oui, sur la dernière question. Alors, des milliers d'années, non, beaucoup moins que la valeur travail, ou véritablement la valeur travail. Alors c'est vrai que, alors, historiquement, c'est les travaux de Dominique Pédard qui parle très bien de ça, historiquement, on a une valorisation religieuse du travail, positivité de tous les vices. C'est une valorisation, ça c'est une logique sécuritaire qui est derrière. On va mettre les gens au boulot, je vous disais, criminalisation, condamnation des indigents, c'est ça l'idée. On se dit, on va mettre les gens au boulot parce qu'au moins quand ils sont au boulot, on sait où ils sont. Donc ça, c'est une valorisation, enfin c'est une logique sécuritaire. Après, la logique, la valorisation positive de l'emploi, où on dit l'emploi c'est épanouissant, etc. Tout ça, c'est au 19e siècle que ça arrive. Avant, il n'y a pas cette logique. Avant, on se dit effectivement, le boulot, c'est pas l'activité la plus épanouissante qui soit. Après, c'est au 19e siècle qu'on a cette valorisation positive de l'emploi. Le souci qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, en France particulièrement, on est particulièrement attaché à la valeur travail. On se dit, l'emploi, effectivement, c'est comme ça qu'on se réalise, etc. Mais ça, cette croyance-là, parce que c'est bien une croyance, c'est la cause aussi de nos souffrances au travail. Dans l'emploi, si on est en difficulté, c'est parce qu'on est surinvesti. Parce qu'on se dit, c'est comme ça qu'on va se réaliser, et à l'arrivée, on se rend compte que le compte n'y est pas. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis, il y a clairement un levier pour remettre en cause la valeur du travail. Il y a clairement un levier, parce que la souffrance dans l'emploi, il y en a plein. Il faut juste un discours légitime qui dit, si vous souffrez dans l'emploi, ou si vous avez le désir de réduire votre temps d'emploi, d'avoir davantage de temps libre, parce que vous dites qu'il y a des trucs qui se passent quand même, ça a l'air sympa de ce côté-là, et bien c'est pas que vous êtes malade, c'est pas que vous avez un souci, c'est juste qu'on a une vie dans une société laborieuse, et que c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. Raison de plus pour que Nouvelle Donne ait son Je partage le potentiel politique, parce que quand les 1% gagnent, en termes d'élection, il y a un problème. Donc effectivement, je pense qu'on a les politiques faites pour le 1% ne devraient jamais gagner. C'est ça qui est incroyable. Comment est-ce que ça peut perdurer que des politiques principalement au profit des 1% trouvent une majorité? Ça ne marche qu'à une raison, c'est qu'il y a des mensonges. Donc il faut aller décortiquer les mensonges. Il y a forcément il y a au moins 49% qui ont une croyance qui est mal installée. On voit bien qu'il en profite. Jamais 100% de la croissance depuis la crise aux États-Unis a été captée par les 1%. C'est juste hallucinant. On va se mettre au travail là-dessus. Juste, je sais pas si vous savez. On allait se mettre au travail.
travail sur ces questions. Et ça, il y a des choses tout à fait éclairantes dans le livre de François Pell sur le choix de l'inégalité, hein, qui est tout à fait intéressant, qui est pas difficile, enfin qui est facile d'approche à lire et qui est vraiment tout à fait intéressant. Et sur les justement les questions de choix du 1%, 99%, et pourquoi finalement on choisit l'inégalité, on choisit, la société choisit. Une dernière question, il est bien tard. Oui, donc je voulais juste dire une chose là à propos de Carlos Slim, dont tu as parlé, Jean-Marie, qui dit qu'il faut une semaine de 3 jours. Je tiens à préciser quand même que ces 3 jours, il voudrait qu'on travaille 11 heures par jour et travailler jusqu'à 70 ou 75 ans. Donc, c'est pas grave ça. Le temps de travail sur la vie est supérieur au temps de travail aujourd'hui. Et là, je suis pas trop... Il dit à la mexicaine, quoi. C'est-à-dire qu'il est pour la semaine de 33 heures, et il dit, de toute façon, il est transhumaniste à moitié. Donc lui, il est persuadé qu'on va vivre 120 ans, donc il 70 ans, puis il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, enfin bref, ce que je voulais dire, je voulais juste rajouter aussi une 3e personnalité qui vient d'apparaître un petit peu sur la scène française. C'est le nouveau patron de la CGT, tout simplement, Philippe Martinez, qui vient de... La première chose publique qu'il a dit, c'est qu'il faut passer aux 32 heures. Et il dit, je vais à contre-courant de mon organisation syndicale, parce que c'est vrai qu'à la CGT, il y a beaucoup de gens pour qui le travail est quelque chose de sacré. Hein. Alors moi, je fais partie de la CGT, mais pour moi, c'est pas sacré. Hein. Je rejoins plutôt Baptiste. Voilà, donc c'est certainement une bonne nouvelle pour l'avancement d'un nouveau partage du temps de travail. Voilà. Bien, vous m'entendez. Oui, je voulais donner un sentiment. Voilà, depuis 1 an, je me suis intéressé beaucoup, même avant, à Nouvelle-Donne et au comité Roosevelt avant. Je suis allé à quelques réunions depuis 1 an. Je veux dire que j'ai été un petit peu déçu par ce soir, ce qui s'est passé ce soir. Alors je voulais vous le dire parce que je pense qu'il faut quand même exprimer ce que j'ai exprimé. Pour moi, le problème de la gauche depuis toujours, et comme j'ai un certain âge, ça fait un moment, c'est que les idées sont excellentes, les manifestations sont grandioses parfois, mais il ne se passe rien. La société ne bouge pas. Et moi, la peur que j'ai, c'est que quand je vous entends parler du temps de travail, surtout monsieur, c'est excellent théoriquement, mais une fois passé la porte, ça n'existera plus. Donc moi, ce que je veux, c'est que le monde change. Le chômage augmente, le taux de carbone augmente, le Front National augmente. Moi, je veux que ça change très vite. C'est urgent. Et ce qui m'embête, c'est que ce soir, je n'ai pas perçu la dynamique qui va faire que les choses vont changer vite. Et ce que j'avais senti jusqu'à maintenant, notamment chez Pierre Laroutour. Voilà, c'était un sentiment, et cette discussion sur le temps de travail me semble beaucoup trop théorique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pratique. Moi, j'attends de nouvelles donnes, non seulement de la réflexion, mais surtout des choses concrètes à mettre en œuvre tout de suite et qui me semblent crédibles, non seulement à moi, mais à une majorité d'électeurs. Ça me semble très important. Nous aussi, on veut que ça change vite, mais il y a plusieurs moments dans Nouvelle Donne. Il y a des moments où on va parler de notre stratégie politique, il y a des moments où on va voir ce qu'on peut faire, il y a des moments où il faut juste informer. Et un vendredi soir, à 23h15, une salle comme ça pleine qui se déplace pour écouter des choses qui ne sont pas intéressantes, j'espère, mais pas si faciles que ça, alors qu'il y a beaucoup plus de propositions plus légères, ça ne peut bouger d'abord que comme ça. Après, vous aurez remarqué qu'on ne choisit pas nos invitations dans les médias, mais on est prêt à y aller, et qu'on n'est pas à l'Assemblée. Après, le texte de loi, ce qu'on propose ne prend pas des bombes à changer, on peut le faire vite. Maintenant, allez voir les politiques, on l'a déjà fait, ils ne bougent pas. Donc la seule façon qu'ils bougent, c'est d'être plus nombreux. Et si on va être plus nombreux, ça commence une soirée comme ce soir. Il n'y a pas d'autre choix. Juste pour ajouter
moi je n'ai pas tout développé sur le SDF et sur les questions d'hébergement d'urgence, mais j'ai plein de propositions. On peut voir les expériences qu'on a eues à Lille, qu'on a eues à Marseille, qu'on a eues dans plein d'endroits. Plein d'expériences où d'ailleurs les SDF eux-mêmes, par la participation, et se sont pris en charge eux-mêmes et ont trouvé des logements par eux-mêmes et ont trouvé des solutions par eux-mêmes. Je pense notamment au collectif de Lille, mais il y en a d'autres. À Marseille, il y a un truc en autogestion avec des SDF qui fonctionne super bien. Et du coup, après la ville de Marseille a signé un contrat de bail a posteriori parce que justement ça marchait bien. Donc ça s'est mis en place et il y a plein de solutions qui sont encore que des expérimentations, des initiatives à droite et à gauche et qu'il n'est pas très difficile de favoriser, de donner les moyens pour que ça se généralise. Donc on a aussi des choses là très concrètes et qui peuvent aller très vite. Le partage, c'est pas patience aussi, hein, attention. Oui, non, mais c'est vrai que c'est très important de connaître les solutions qui existent vraiment, comme Madame Sélouret parle, parce que vous êtes dans l'action savoir des choses qui marchent déjà aujourd'hui, même localement, c'est très important. Oui. C'est plus important que des solutions théoriques. Jean-Marie vous a parlé d'entreprises qui déjà appliquent les 32 heures par semaine. Il y a 400 entreprises en France qui appliquent déjà la semaine de 4 jours. Qui travaillent à la massif et qui est très contente de travailler. Est-ce que quelqu'un a une question dernière? Alors moi je vais vous remercier infiniment tous. Je remercie, on a des amis du Loir-et-Cher qui sont venus, du Cher, de la Sarthe, on a des gens qui sont venus de très loin pour faire. J'ai quelques petites infos. Donc merci à la boîte à livres, merci à tous les 4 d'être venus, c'était un plaisir. Si vous voulez acheter le livre d'Anne Joubert, il n'est pas encore là parce qu'il est en cours d'édition, vous venez me voir, je prends vos coordonnées, on en attend une dizaine. On va pouvoir vous le donner si vous souhaitez l'acheter. D'autre part, demain, et là je parle au nom du comité local parce qu'il y a un appel qui a été lancé pour Syriza. Il y a un soutien à Syriza à 15h, place Jean Jaurès, pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Comment? Demain. Eh ben, j'ai dit demain. J'ai dit demain à 15h, place Jean Jaurès. Voilà, un grand merci à Emilien. On est ravis de vous accueillir à la buvette. Et nous ne serons jamais aussi nombreux, assez nombreux, pardon, si vous souhaitez venir à Nouvelle-Donne. Il y a des bulletins d'inscription, il y a des bulletins de dons. Et vous êtes les bienvenus pour participer à la vie qui va continuer en Touraine, à Nouvelle-Donne.